Bonjour et re-bienvenue pour cet après-midi, vous qui nous suivez soit en direct, soit en ligne. Deuxième partie de cette conférence HydroCH 2018, résultats et la suite. Quelles sont les conséquences sur l'adaptation au changement climatique des recherches, des chiffres, des informations qui découlent de ces recherches qui ont été présentées ce matin et qui sont à disposition de la collectivité? Deux temps forts cet après-midi. Premier temps fort, les 30 minutes qui suivent, une table ronde avec une intervenante, trois intervenants, enfin plutôt invités de plateau. Et dans une deuxième partie, vous qui nous suivez en distanciel, vous pourrez en groupes régionaux approfondir un sujet qui vous a été imparti. On se retrouve à 16 h toutes et tous. Mais avant d'en arriver là, je vais faire les présentations. Bienvenue sur ce plateau à 4 personnes qui sont différentes, mais qui ont pris connaissance des éléments centraux du rapport HydroCH 2018, qui ont lu ce rapport. Alors, je vous propose de ne pas faire une présentation en bloc parce que sinon on oublie. Je les présenterai au fur et à mesure de leur prise de parole. Et je suis convenu du schéma suivant. Je vais poser la même question aux 4 personnes. Au début, voici la question. Quels sont les résultats qui vous ont le plus surpris ou le plus interpellé ou inquiété dans le rapport? Ceci pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que sont ces 4 personnes, de ce qu'elles représentent. Et ensuite, dans les 30 minutes qui suivent, on va essayer d'ouvrir le dialogue. Alors, la première question, c'est toujours la même pour Martin Bossart, qui est coprésident et responsable politique chez BioSuisse. Donc, qu'est-ce que toi-même t'as le plus surpris ou le plus inquiété dans cette recherche? Alors, une fois de plus, c'est à quel point le fait scientifique est têtu et limpide. On sait aujourd'hui comment les choses se passent et comment elles vont évoluer. Il n'y a plus de doute. Même si on intervient beaucoup, on va quand même réussir à peu près à limiter la casse, mais sans plus. Si le scénario « on ne fait rien » devait l'emporter, eh bien, l'agriculture devrait se trouver face à de gros problèmes de disponibilité de la ressource hydrique. Et même avec le scénario optimiste où des mesures seront prises, on va assister à pas mal de changements. Donc, on va plutôt multiplier les mesures d'irrigation et donc l'agriculture de demain ne sera pas celle d'aujourd'hui. Donc, changement climatique et pénurie d'eau, la question sous-jacente, c'est comment est-ce qu'on distribue l'eau? Ce matin, plusieurs intervenantes ont esquissé des scénarios. Angelika Abderhalden, le WWF suisse, l'effet oups à la lecture du rapport. Alors, d'abord, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et je trouve très bien qu'on présente une espèce de synthèse de tous les résultats parce que tout n'est pas nouveau non plus dans ce rapport. Il y a des choses qu'on sait depuis un bon moment déjà. On savait également dans quelle direction les choses étaient en train d'évoluer. Ce qui m'interpelle et ce qui m'inquiète même, c'est que on va vers une évolution où les eaux et la nature en général se portent déjà relativement mal. Il y a déjà beaucoup de sollicitations, elles sont mises à mal, ces ressources. Et on n'a pas vraiment encore... Enfin, on a engagé des premières mesures, mais on n'est pas allé très loin. Et ça, c'est ce qui m'inquiète, surtout vu le contexte. Il y a une crise générale, il y a une crise climatique, mais d'autre part, il y a aussi le problème de la préservation de la biodiversité. Merci. Philippe Paul, chef de division ressources en eau économie hydraulique du canton de Vaud. Plus précise, je ne sais pas, est-ce que le souci est pareil comme chez les collègues ou il est encore un peu plus, je dirais, précis dans un certain sens parce que vous êtes dans une région spécifique? Alors, l'ensemble de l'étude, pour moi, a confirmé les soucis que l'on a, notamment en été, quand on manque d'eau, que ce soit pour l'agriculture, pour l'eau potable. Donc, ça a confirmé les soucis un petit peu plus qu'on pensait. Et surtout, pour moi, l'enseignement principal, c'est que par rapport au futur, puisque finalement, l'objectif, c'est le futur, eh bien, non seulement on confirme les problèmes, mais on montre que les problèmes à venir peuvent être importants. On doit donc s'en occuper dès aujourd'hui. Donc ça confirme aussi les restrictions qu'on pratique, que ce soit les cours d'eau dans les nappes. On doit continuer ce travail
voir le renforcer et planifier aussi à long terme les limites de notre système eau. Michel Pio, Alors Michel Pio, l'Association suisse de l'économie des eaux, l'ASEA, vous êtes au fond prédestiné pour le sujet. Votre nom, c'est déjà comme son nom l'indique. Alors, vous avez peut-être une approche technocratique. Bon, c'est pas péjoratif quand je dis technocratique, mais votre approche est peut-être un peu différente de celle d'un Martin Bossart ou de Angelika Abderhalden. Vous avez les mêmes inquiétudes? Bon, alors, tout d'abord, ce qui me frappe, c'est la masse des résultats, la richesse des résultats qui nous sont présentés. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'augmentation de la température des cours d'eau, notamment en région alpine. Si on ne fait rien, dans l'hypothèse, on ne fait rien. Ça m'a pas mal marqué. Côté gestion et économie des eaux, ce qui me rassure, c'est qu'on ne disposera pas de moins d'eau à l'avenir et que tendanciellement, on verra plutôt un basculement vers l'hiver, ce qui, pour la production d'hydroélectricité, est assez avantageux, c'est favorable comme évolution. Et ça s'inscrit au fond dans la stratégie énergétique. Et c'est favorable pour nous parce qu'on pourrait produire davantage d'électricité pendant le semestre d'hiver. Ok, alors j'enchaîne et n'hésitez pas à vous poser des questions parmi si vous avez envie, mais je me permets d'enchaîner tout de suite sur ce que tu viens de dire. Tu as dit que pour les hydroélectriciens, c'est tout bénéfice au fond quelque part parce qu'il y aura assez de ressources hydriques à disposition, mais je pose quand même la question, les résultats qui viennent de nous être présentés, est-ce que ça aura un effet direct sur ton métier, l'environnement dans lequel tu travailles? Bon, je crois qu'il faut distinguer en deux périodes. Il y a une période qui va jusqu'en 2040. Ça, ce sont les concessions en cours pour les aménagements hydroélectriques et autres. Tant que les concessions sont toujours en vigueur, en cours, c'est difficile de procéder des adaptations. Parce que les investissements qu'il faudrait consentir, on ne sait pas très bien quels seraient leurs effets, enfin, comment les amortir, etc. Une fois qu'il y aura une redistribution de nouvelles concessions sur les droits d'exploitation de la ressource, tous les effets dont il a été question aujourd'hui, et notamment le problème des lacs de barrage, l'assèchement relatif des lacs de barrage, ça pourrait être un problème et il faudra trouver des solutions. Ou plutôt, si on ne trouve pas de solution, ça ne va pas être très attractif d'exploiter des centrales qui sont adossées à des barrages. Donc à long terme, l'hydroélectricité aura de gros problèmes, notamment en matière de stockage de l'eau. Martin Bossart, est-ce que ça vous concerne? Tu viens de le dire, l'agriculture, elle n'est qu'une partie du tout, on l'a bien vu ce matin. En quoi ça vous concerne? Enfin, bon, si jamais il devait y avoir pénurie d'eau, et d'après les prévisions, on pourrait s'acheminer vers ça, il y aura donc un effet de concurrence. Il y a les centrales hydrauliques qui auront besoin de l'eau, il y aura de l'eau pour le refroidissement industriel, il faudra également faire du pompage-turbinage pour après pouvoir alimenter, je ne sais pas, des installations solaires. Il y a les ménages également qui ont besoin d'eau. On a besoin d'eau également pour l'élevage du bétail, et lors de la dernière canicule, on a tout d'un coup vu arriver des interventions dans les législatifs cantonaux et communaux, disons, il faut qu'on fasse des forages, des pompages plus profonds, il faut aller plus profond dans la nappe. Et puis les agriculteurs, ils veulent capter la ressource de l'eau, ou alors ce sont les industriels qui ont besoin de plus d'eau. Donc il y a une concurrence, et cette concurrence, elle va exiger l'intervention de régulateurs, donc des pouvoirs publics, pour éviter que ce soit enfin la guerre de tous contre tous. Donc pour qu'il y ait un schéma pour gérer tout ça. C'est pas, enfin, il faudra sur la guerre entre les piscines et les gens qui ont besoin de boire. Il faut plus de régulation, et puis on voit où c'est essentiel d'avoir plus de régulation en pensant à cette partie du futur. Alors je pense qu'actuellement on régule déjà, oui, clairement, et en fait les résultats montrent qu'on doit continuer à réguler et voir où sont les vrais problèmes, les vrais manques. Et donc, la régulation, d'une manière ou d'une autre, on va devoir en faire plus. Par rapport à la force hydraulique, moi, j'ai un autre souci. C'est qu'évidemment, vous avez parlé des deux périodes.
qui viennent. Et moi, j'ai le souci de la longueur des procédures, parce qu'en plus des scénarios climatiques qui prennent du temps, on voit que si on veut faire des bons projets, ça prend du temps. Donc, ça veut aussi dire qu'on doit dès maintenant réfléchir à des nouveaux projets. On ne peut pas attendre très longtemps. En matière d'agriculture, on remarque la même chose. C'est qu'en matière d'agriculture, on prend souvent l'eau dans les cours d'eau et c'est de plus en plus difficile. Donc, il faut aller chercher l'eau dans les nappes, dans les lacs. Et pour ça, ça sous-entend aussi penser à d'autres réserves, réfléchir à d'autres choses. Et de nouveau, ce qu'on voit aujourd'hui montre bien qu'il faut continuer sur cette voie et en faire encore un peu plus. Quelle est la position du WWF dans cette question? Combien d'engagement, combien d'énergie, combien d'argent est-ce que vous investissez dans la thématique hydro? Pas mal, en fait, et c'est important parce que il y a une question de base, n'est-ce pas? Quand on voit tous les domaines qui sont impactés par les changements climatiques, la base, c'est que les cours d'eau doivent être, ou les eaux en général, doivent être en situation écologiquement applicable. Il faut une bonne application également de la loi fédérale, la loi sur la protection des eaux. Il faut également donner de l'espace aux eaux, n'est-ce pas, les eaux de surface. Donc qu'on respecte au fond les principes qui sont exposés dans la loi et que, d'autre part, une utilisation raisonnée de l'eau, ça ne peut se faire que si on a des cours d'eau qui fonctionnent du point de vue écologique, où l'écologie marche. Donc le fait que nous sommes en faveur d'investissements, par exemple de revitalisation des cours d'eau, mais on essaie également de montrer par nos interventions l'importance des derniers cours d'eau ou des dernières eaux à l'état naturel, en disant, bon là on a un site tout à fait unique, on essaie de labelliser les sites les plus préservés. Et on essaie également d'aller en direction de gestion de zones de bassins où il y aurait une utilisation raisonnée, partagée entre les différents secteurs. Et c'est comme ça qu'on avancera. On a une base qui doit fonctionner, c'est-à-dire des écosystèmes qui sont préservés, et ensuite on peut avancer là-dessus. Mais au fond, tout le monde a l'air super d'accord. Enfin, il n'y a plus qu'à y aller, quoi. C'est presque trop beau pour être vrai. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Bon, je crois que là aussi, il faut faire la part des choses. Il y a eu une votation populaire sur la nouvelle loi sur l'énergie. Cette loi sur l'énergie prévoit que la ressource hydraulique va être développée. Ça, c'est la majorité de la population, donc peuple et cantons, qu'on en décidé. D'où maintenant la question induite, cet aménagement, ce renforcement de la ressource hydraulique. Comment est-ce qu'on va le faire? Si on veut aménager, faire des aménagements en matière d'hydroélectricité, il y aura forcément des impacts divers sur le système. Et donc là, il y a un potentiel de conflit qui est bien là, qui est présent. D'autre part, l'hydroélectricité, c'est la seule technologie qui concilie production d'énergie et flexibilité, qui a un rendement hyper élevé. Et ça, il faut le rappeler, donc le rendement de l'hydroélectricité. Et pour pouvoir arbitrer ce conflit, le DTEC, le département, a convoqué une table ronde où il y a les exploitants de l'hydroélectricité, les associations de protection de l'environnement et les cantons. Et cette table ronde, elle a vocation à créer une liste de critères qui permettrait d'apprécier les futurs projets d'aménagement hydroélectrique. Et ensuite, partant des projets qui sont déjà existants, on devrait arriver à un ordre de priorité, définir une liste de priorités pour voir quels sont les projets les plus urgents, les plus relevants, pertinents et les autres. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faudra que tout le monde s'entende pour avancer? Donc, logique table ronde. Ou est-ce que chacun devra, au fond, se faire entendre en se retirant sur son secteur à lui? Non, bitte Martin und dann Non, je ne crois pas que l'amour et la concorde vont régner partout. Il y a beaucoup de conflits d'intérêts. L'agriculture, aujourd'hui encore, a montré qu'elle était prête à user de tous les moyens. Par exemple, la politique agricole a été suspendue, la PA pour les années à venir. Il y avait un programme climatique contenu là-dedans, on ne veut pas travailler là-dessus, l'agriculture va être très revendicative et va réclamer plus d'eau. Mais d'autre part, si la collectivité vient et dit, dans les 30 ans qui viennent,
il va falloir, comment dire, gérer l'eau de façon à constituer des réserves pour qu'il y ait plus d'eau en hiver, pour qu'on puisse ensuite, ou puisqu'on réservait l'eau et économiser l'eau pour turbiner l'eau en été, ça permettrait également de régler quelques problèmes au passage. Mais tout ça, dans le cadre des programmes actuels, ça paraît pas possible. Dans une commune, à l'échelle communale, c'est peut-être possible, mais il n'y a pas vraiment de plan concerté pour l'instant. C'est pas comme on a fait ça au 19e siècle avec la grande correction des eaux. Et c'est dans ce sens-là qu'il faudrait aller. Il faudra une espèce de grand chantier collectif. Moi, je suis convaincu que chaque domaine doit continuer à développer sa propre vision de son domaine. Mais on n'échappe pas à une vision transversale entre tous. Et si je prends l'exemple de la force hydraulique, on est en train d'assainir la force hydraulique. C'est des efforts qui sont faits et qui vont dans le bon sens. Et ça, c'est autant les responsables de la force hydraulique que les responsables de l'environnement. En matière de renaturation, vous en avez parlé, c'est un travail qui est fait, qui est en route, qui va aussi dans le bon sens et qu'on fait ensemble avec l'agriculture, puisqu'en fait les terrains sont pris sur l'agriculture. Donc c'est bien des choses qu'on doit faire ensemble. Je pense que c'est important que chacun garde son domaine de compétences, pousse son domaine, mais on doit absolument échanger entre nous. Et votre dernier exemple des bassins d'arrosage pour l'agriculture, eh bien oui, il faut qu'on continue à travailler, qu'on aille chercher l'eau dans les lacs, qu'on n'assèche pas les dernières petites rivières. Et ce travail-là, je pense qu'on l'a tous un peu commencé, mais il faut assurément renforcer ce domaine. Et je pense que le travail, on doit le faire ensemble aussi. Mais c'est important que chacun puisse pousser son domaine. Ça, c'est aussi parce que chaque domaine a son importance. Ja, also dieses Begriff der Transversalität, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber so. Ouais, alors la notion de transversalité, donc c'est en fait une thématique qui embrasse à la fois les domaines de compétences, les domaines politiques, les cantons, la confédération, et opposé à ça ses propres intérêts. Donc il faut mener les deux de front, donc avancer à la fois sur, mais il faut une coopération. Angelika aussi. Oui, alors, coopération, oui, bien sûr, et je trouve ça très bien, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire que, au fond, chacun doit continuer de défendre son domaine et se développer également, affiner ses objectifs dans son propre domaine. Par exemple, rapporté à la loi sur l'énergie, c'est très important de se poser la question de l'objectif qu'on poursuit. Donc la loi sur l'énergie, c'est le zéro net, à quelque part. On veut également sanctionner l'abandon du nucléaire. Mais en plus, nous, le VVF, par exemple, on ne veut pas forcément aller vers un développement à tout crin de la force hydraulique non plus. Mais pour nous, l'hydroélectricité, c'est un pilier majeur de la politique énergétique, mais il y a d'autres pistes aussi. On peut écologiser l'hydroélectricité avec des assainissements écologiques. On peut également jouer davantage la carte du photovoltaïque, ce qui serait, de notre point de vue, un bon choix. Donc si on réussit à se concerter, ça peut marcher. Michel Piot n'a pas l'air trop d'y croire. Mais bon, déjà qu'on a que 30 minutes, donc on va en rester à la question de l'hydrologie. Michel Piot. Donc l'hydroélectricité est incontournable. C'est une pièce maîtresse de la stratégie énergétique 2050. Mais en même temps, effectivement, l'hydroélectricité, elle porte atteinte à l'intégrité des cours d'eau. Est-ce qu'il y a une solution à cette espèce de conflit? Alors tout d'abord, nous avons une loi sur la protection des eaux qui a le mérite d'exister. Et des mesures d'assainissement sont prévues dans cette loi. Alors ce que je constate, moi, personnellement, c'est qu'il y a beaucoup de projets d'assainissement qui ne demanderaient qu'à avancer, mais il y a une espèce de blocage au niveau de l'administration, c'est-à-dire que le goulot d'étranglement, c'est l'administration. On n'arrive pas à avancer aussi vite qu'on l'aimerait ou qu'on le voudrait, ce qui peut être regrettable. Mais c'est sûr qu'il y a un conflit. La loi sur l'énergie, en plus, a ajouté la dimension énergie renouvelable qui sont d'intérêt national. Et quand on dit intérêt national, on dit par là qu'il faut arbitrer. Cet arbitrage n'était pas possible jusqu'à présent, donc c'est une petite pesée des intérêts à faire.
Et évidemment, il faudrait un consensus sociétal sur la façon d'avancer au niveau de l'hydroélectricité, mais pour ça, il faudra forcément qu'on en passe par une coopération. Mais au départ, chacun doit, au fond, définir ses positions, définir les lignes, et ensuite avancer vers la coopération. La table ronde dont on vient de parler, c'est une des pistes possibles pour solutionner des conflits potentiels, mais une table ronde, à quelque part, ça n'engage pas à grand-chose. Si on définit une liste de priorités de projets, en fait, ça dispensera, enfin, ou ça empêchera personne de faire recours ou de faire des oppositions. Donc il faudrait aller franchir un pas de plus et dire que les projets prioritaires pour la table ronde puissent ensuite être mis en œuvre. Et alors le passé, en tout cas, nous apprend que c'est pas forcément gagné d'avance. Je ne sais plus qui, ce matin, avait dit qu'il faudrait modifier les mentalités. Il faudrait que les états d'esprit évoluent. Et en même temps, toujours ce matin, on nous a dit, d'une manière ou d'une autre, que bon, il est moins une quand même. On n'a plus beaucoup de temps à disposition. Ce problème, dans vos milieux respectifs, comment vous essayez de sensibiliser à ce problème? Donc, plutôt que de faire de l'opposition de principe, plutôt aller vers des solutions concertées, plutôt que d'être maximaliste, malgré les résistances possibles. Martine Bossart? Alors, on est en phase de réflexion très poussée. C'est bon, ça fait plaisir à entendre. Hein. Réflexion. Alors, si la politique officielle tire la prise et dit on ne fait rien au niveau de la politique agricole, ça veut dire qu'on a un souci. Visiblement, l'objectif majeur de la politique suisse, c'est quand tout le monde est insatisfait, la solution est parfaite, c'est pas bon. Donc il faut qu'on réfléchisse. Il y a également des retombées au-delà de nos frontières. Par exemple, le New Green Deal européen pour la politique agricole, c'est la politique climatique qui sous-tend toute une série de choix politiques. L'Union européenne a mis beaucoup d'argent sur ce Green New Deal, essaie maintenant d'amener l'agriculture, enfin l'agriculture et la politique en matière d'alimentation, parce que l'agriculture sans consommateur, ça ne marche pas. Donc essaye de rendre ça neutre du point de vue climatique. La question, c'est est-ce qu'il faut faire petit, donc travailler au niveau de chaque commune, de chaque exploitation agricole? Oui, peut-être, mais il faut aussi une grande histoire collective où on dirait c'est toute la société qui doit travailler en direction de cet objectif. Voilà l'objectif, on doit l'avoir atteint en 2050. Tout le monde sera gagnant, on laissera personne de côté, mais il faut qu'on travaille ensemble pour atteindre cet objectif. C'est comme ça que ça peut marcher. Mais c'est entre ces deux extrêmes que nous sommes en train de réfléchir. On est un peu partagé, il faut qu'on réussisse à faire fonctionner ça, pas seulement à petite échelle, mais à large échelle. Enfin, en plus, vous représentez BioSuisse. On n'a pas ici un représentant de l'Union suisse des paysans, de l'USP. La position serait sans doute pas la même que celle que tu défends. Non, moi je crois qu'ils ont compris le problème. Mais évidemment, ça implique des changements et des transformations pour le monde paysan. Donc, par exemple, combien d'azote j'aurais le droit d'utiliser? Parce que l'effet climatique, c'est beaucoup les engrais azotés. Or, l'azote, en fait, c'est ce qui permet de faire du rendement. Si j'enlève ce qui me permet de faire du rendement, j'ai moins de rendement. Et donc, du coup, je ne pourrais pas livrer mes clients. Ou alors, il faudra que quelqu'un paye davantage ou plus cher pour les produits que je produis, parce que sinon, je boucle pas mes fins de mois. Enfin, c'est le genre de débat qu'il y a dans l'agriculture à l'heure actuelle. Par contre, je crois que tout le monde est sensibilisé au problème. Donc, je voulais simplement dire que la position de l'USP serait peut-être un peu différente, parce qu'il y a d'autres facteurs qui entreraient en ligne de compte que chez BioSuisse. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé agriculture. J'aimerais qu'on ouvre un peu. Philippe. Des cantons. Est-ce que tu dirais on a suffisamment de moyens et de règles pour jouer le jeu et d'avancer, ou c'est suffisant ce que les cantons peuvent et doivent faire, ou tu dirais plutôt il faut une réglementation nationale sur tout ça? Alors, je n'exclus pas une éventuelle petite réglementation. Ça, on peut toujours voir. Ce que je constate, c'est qu'en matière de gestion des eaux, les cantons
joue un rôle fondamental. Et en fait, c'est important aussi que les cantons s'organisent pour qu'à l'intérieur de leur service, de leur organisation, les échanges se fassent et qu'on ait des services qui travaillent ensemble déjà dans les différentes administrations. Et je pense qu'avec ça, on a déjà réglé un problème. Moi, je pense, et je suis aussi sensible à cette idée par rapport à la force hydraulique, ce problème que quand on lance un projet, on étudie pendant une année, 5 ans, 10 ans, et à la fin, on ne fait rien. Donc je pense aussi que c'est peut-être un thème qu'on évoque moins, mais c'est aussi important que quand on investit du temps ensemble pour trouver une solution, il faudrait qu'on soit verbindlich pour qu'à la fin, on aille véritablement vers la solution, qu'on ne fasse pas que discuter de manière sympathique et intelligente, mais qu'on arrive de manière effective à des projets partagés, mais qui se font une fois qu'on est à la bonne solution. Et là, c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile, ensuite, une fois qu'on a mis sur pied un projet, de le réaliser. Est-ce que là, vous voyez des changements se dessiner? Donc, est-ce qu'il y a de l'espoir? Michel, tu as évoqué ce problème tout à l'heure, à savoir que ça prend un temps fou. Ça tient également au fédéralisme à la mode helvétique, évidemment. Je peux vous donner 2 exemples. Tout d'abord, la centrale de pompage-turbinage de Lint-Liman, dans le canton de Glaris. Là, d'entrée de jeu, toutes les parties ont été mises autour de la même table et on a pu faire rapidement avancer le projet. Tout ça, ça s'est plutôt bien passé. L'autre projet dont il faudrait que je parle, c'est le rehaussement du barrage du Grimsel. Je crois que c'était dans les années 90 que le projet a fait surface pour la première fois. C'était Grimsel West. Ensuite, on a parlé protection des marais, des zones humides, des forêts de mélèze. Et l'année passée, il y a un nouvel arrêt de justice qui est tombé, à savoir que ces projets devraient d'abord être inscrits dans un plan directeur. Et parce que le projet Trift, qui était moins contesté que le rehaussement du mur de barrage, parce que le Trift n'est pas dans le plan directeur, tout est suspendu, c'est mort. Et donc 30 ans plus tard, on n'a pas avancé, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on a bossé pour rien, quoi. Et évidemment, ça, c'est très frustrant. Et ça complique, par exemple, les investissements dans l'hydroélectricité. Il n'y a pas de visibilité. En plus, l'hydroélectricité, ce n'est pas hyper rentable à l'heure actuelle. Bon, il va falloir qu'on avance un peu. Peut-être que la dernière intervention de Michel, on pourrait rebondir dessus. Au début, je vous ai demandé qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou inquiété à la lecture de ce rapport, donc Hydro 2018. Alors, le moment est déjà venu de poser une dernière question. Qu'est-ce que vous espérez? Tous ces chiffres, tous ces faits, toutes ces recherches qui ont été faites et qui sont à notre disposition, en quoi ça va vous être utile dans vos activités et vos engagements respectifs? Angelica, tu avais l'air hyper volontaire pour répondre. Non, j'aurais bien aimé rebondir sur ce qui a été dit avant, parce que... Mais bon, en fait, j'ai donné les 2 réponses en même temps. Les faits, les chiffres, la recherche montrent bien dans quelle direction va l'évolution. Ce qui est important, c'est que tout le monde comprenne qu'il faut jouer la durabilité. Et la durabilité ne peut marcher que si les écosystèmes se portent bien. Par exemple, les bassins des fleuves. Tu as parlé du Grimsel, des marais, des zones humides. Si on exploite la totalité de la ressource maintenant, on ne pourra pas faire de la durabilité à l'avenir. Donc, sur la base des données existantes, les changements climatiques qui se manifestent, il faut que ça nous serve de point de départ pour protéger tout ce qui reste encore à l'état naturel, du point de vue de l'eau, des cours d'eau, des lacs.
et que l'on exploite la ressource hydraulique de la façon aussi durable que possible. Alors le premier point, c'est que ça confirme les soucis, ça les renforce à long terme et pour moi, ce qui est absolument important, c'est qu'on continue à travailler dans des organisations où on partage les décisions, mais de nouveau, de manière verbindlich, qu'ensemble on avance. Et puis, on doit avoir une vision plus complète. On a l'exemple d'un bassin versant qui est le bassin versant de l'Orbe, où sur le bassin versant de l'Orbe, on fait de l'hydraulique, on arrose l'agriculture, on a des cours d'eau naturels et ça nécessite un travail en commun. On peut travailler sur les lacs, on peut travailler sur les réserves. On a la problématique d'eau potable, hein, on ne discute pas de la problématique eau potable qui est quand même la priorité dans ce pays. Donc pour nous c'est clair, on va travailler encore plus dans la gestion intégrée de l'eau mais de manière pratique avec les réserves d'eau qu'on a. Puis si on peut construire un barrage par-ci par-là, tant mieux, garder les cours d'eau libres et puis évidemment arroser l'agriculture un maximum avec des lacs, avec des conduits, trouver aussi des synergies entre la renaturation et l'arrosage agricole, voilà, qu'on puisse continuer ce travail toujours ensemble, dans un cadre, je pense, dans un cadre juridique où, une fois qu'on a avancé sur un projet, on puisse réellement avancer. Parce que je pense que c'est pas seulement dans notre domaine, mais de manière générale, on fait beaucoup d'études, on réfléchit à beaucoup de choses et souvent à la fin, ça prend beaucoup de temps et on ne réalise pas ce que l'on a fait. Weiß nicht, Martin vielleicht? Martin. Ja, ich denke, wir überlegen uns, welches Angebot Nous sommes en train de nous demander quelle est l'offre que nous, qui venons du bio, nous pouvons faire à la société. Il y a des avantages, c'est pour ça d'ailleurs que l'Union européenne prescrit par exemple de réserver 25% des surfaces agricoles au bio jusqu'à 2030. Avantage, c'est qu'il n'y aura plus de problème de nitrate parce que l'apport d'engrais azotés sera fortement réduit. Et ça, c'est un problème sur lequel on va buter. Si la sécheresse d'été se généralise, il y aura davantage de captation du carbone dans les champs, davantage de rétention d'eau dans les sols également, grâce au bio. Et la question qui se pose pour nous, c'est comment ficeler un paquet qui soit suffisamment attractif pour que la société le prenne et que la société nous aide, avec les consommateurs, nous aide, nous les agriculteurs, pour qu'il y ait A, moins d'impact et B, plus de sécurité. Alors la sécurité alimentaire, parce que ça c'est une notion importante en politique agricole, la sécurité alimentaire. Comment combiner tout ça pour en faire un paquet attractif? Alors, deux mots encore. Nous n'avons pas expressément évoqué la question de l'eau potable, alors que c'est vrai que c'est un sujet absolument déterminant. Alors, dernière question, Michel Piot. Tous les chiffres, toutes ces données, toutes ces recherches contenues dans le rapport Hydro-CH 2018, en quoi ça va vous être utile pour faire avancer votre dossier et le dossier collectif? Bon, tout d'abord, ce que j'ai déjà dit, les changements climatiques, c'est plutôt bénéfique pour l'hydroélectricité. Il y a davantage de production hydroélectrique en hiver. Ce qu'on va faire des résultats pour les mois d'été, avec les sécheresses qui s'annoncent, quels sont les effets que ça aura sur la gestion de la ressource, je ne peux pas le dire pour l'instant. Mais donc, la sécurité que nous donnent ces recherches, ça montre, on sait plutôt de manière certaine maintenant qu'il y aura des changements substantiels qui vont se produire. On le sait maintenant. D'autre part, du point de vue de la stratégie énergétique et de l'eau, c'est la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique en hiver. Et là, il y a des projets additionnels qui ont vu le jour, par exemple avec les lacs glaciaires qui pourraient se former et qu'on pourrait peut-être barrer. Alors, quand je dis on pourrait, du point de vue faisabilité technique, on pourrait également rehausser des murs de barrage dans l'espoir que un barrage plus haut ce sera moins impactant sur un paysage que si on construit un projet à partir de zéro. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de pistes, beaucoup d'options. Je crois qu'on va
clore le débat maintenant, sachant que c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu continuer à parler de toute une série d'autres choses pendant beaucoup plus de temps encore, par exemple l'eau potable dont on a trop peu parlé. Merci. Je vous donne la possibilité maintenant de faire une pause et à partir de 14h30, vous vous êtes annoncé pour un atelier régional. Vous pourrez vous connecter par Zoom. On se retrouve à 16h. Ah, pardon, à 16h. Bon après-midi, à tout à l'heure.